Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les premiers processus digestifs qui se font au niveau de la bouche, notamment la mastication et la salivation. Commençons par la mastication. La mastication est un mécanisme de digestion mécanique par lequel la nourriture est brisée en molécules un peu moins volumineuses et mélangée à la salive. Pour mieux visualiser cette étape, passons brièvement en revue l'anatomie de la bouche ou la cavité orale ou encore cavité buccale. Celle-ci est délimitée en avant par les lèvres, sur les côtés par les joues, en haut par le palais osseux puis mou, et enfin en bas par le plancher buccal, qui est constitué de muscles, notamment 3 paires de muscles qui sont le muscle mylohyoïdien, génioïdien et le ventre antérieur du digastrique. Enfin, en arrière, la cavité orale est limitée par une structure appelée l'isthme du gosier. On peut différencier aussi la bouche proprement dite, dont les limites sont légèrement différentes. Par exemple, en avant, cette bouche proprement dite est limitée plutôt par l'arcade dentaire que par les lèvres. Revenons à la mastication. Cette mastication est permise par un ensemble de constituants formant les systèmes masticateurs, notamment les dents, la langue, les muscles et l'articulation temporo-mandibulaire. Les dents permettent de déchirer et de broyer la nourriture et la découper en plus petits morceaux. Les principales dents sont les incisives qui servent à couper, les canines qui déchirent et transpercent les aliments et les prémolaires et molaires qui servent à écraser et broyer les aliments. La langue est située sur le plancher buccal et elle est composée de faisceaux musculaires squelettiques qui permettent lors de la mastication de malaxer la nourriture et de la replacer constamment entre les dents, de mélanger les aliments avec la salive et de les transformer en masse compacte, c'est-à-dire le bol alimentaire, d'amorcer la déglutition en poussant le bol alimentaire vers l'arrière et enfin de prononcer certaines lettres. Pour mâcher quelque chose, il y a nécessité de mouvements de la mandibule qui s'abaisse puis remonte et ces mouvements sont permis grâce à des muscles abaisseurs de la mandibule, notamment le ventre antérieur du digastrique et le mylohyoïdien. Ces derniers sont innervés tous les deux par la branche mandibulaire du nerf trijumeau et le muscle génioïdien qui est innervé lui par une branche du nerf hypoglosse. Et selon certaines sources, on retrouve même le ventre inférieur du ptérygoïde latéral. Ces muscles ne s'activent pas souvent car l'abaissement peut être initié seulement par la gravité. Les muscles élévateurs de la mandibule sont notamment le masséter, le temporal et enfin le ptérygoïde médial et le ventre supérieur du ptérygoïde latéral. Ceux-ci sont innervés par la branche mandibulaire du trijumeau. Enfin, on a l'articulation temporo-mandibulaire qui va unir la mandibule à l'os temporal et permettre les mouvements. Passons maintenant au mécanisme et à la régulation de la mastication. La mastication est un mécanisme de mouvement mandibulaire rythmique représenté par l'abaissement puis le soulèvement de cette mandibule, ce qui va permettre la fragmentation et l'écrasement des aliments. Ceci est permis par différents mouvements des éléments qu'on a décrits précédemment, notamment la fermeture de la mâchoire grâce aux muscles masséter et au temporal, le broyage et les mouvements latéraux grâce au ptérygoïdien, le maintien des aliments entre les dents grâce aux muscles de la joue et des lèvres, représentés respectivement par les buccinateurs et les orbiculaires des lèvres, et enfin l'abaissement de la mandibule et son soulèvement. À ces mouvements s'ajoutent certains mouvements de la langue par les muscles extrinsèques, notamment le génioglosse, l'hyoglosse et le styloglosse. Donc, grâce à ces mouvements, se produit la mastication, qui est un mécanisme partiellement volontaire, mais aussi involontaire, grâce à des réflexes. Lorsque nous mettons de la nourriture dans notre bouche, on amorce la phase volontaire de la mastication, et nous commençons donc à mâcher. Ensuite, le mode et le rythme continu des mâchoires, qui est constitué par le maxillaire et la mandibule, sont commandés par des réflexes, initiés d'abord par la réaction à la pression due à la présence de nourriture dans notre bouche, ce qui stimule les mécanorécepteurs situés dans la joue, les gencives et la langue, etc.
Ceci envoie un signal d'inhibition des muscles masticateurs, induisant donc l'abaissement de la mandibule. Cet abaissement cause l'étirement des muscles masticateurs, ce qui induit le retour de contraction, et ainsi de suite. Cette mastication, au total, permet d'avoir un bol alimentaire d'une surface plus ou moins grande, qui sera accessible ensuite aux enzymes au niveau des autres parties du tube digestif. De plus, cette mastication permettra de les mélanger avec la salive, qui est sécrétée plus ou moins au même moment et qui permettra d'amollir les aliments. Parlons maintenant du mécanisme de salivation. Pour que les aliments puissent être transportés vers les autres organes du tube digestif, ils doivent former un bol alimentaire grâce à la mastication, mais aussi grâce à l'insalivation de ces aliments, c'est-à-dire l'imprégnation d'aliments par la salive. La salivation permet d'excréter cette salive au niveau de la cavité orale, où elle assure plusieurs fonctions, notamment le nettoyage de la cavité orale, la dissolution des constituants chimiques présents dans la nourriture pour qu'ils puissent être captés par les bourgeons gustatifs, c'est-à-dire pour être goûtés. Elle humecte les aliments et permet de les compresser en bol alimentaire. Enfin, elle contient certaines enzymes qui amorcent la digestion. La plus grande partie de la salive, environ 90%, est produite par 3 glandes salivaires majeures ou extrinsèques, qui sont situées à l'extérieur de la cavité orale et qui déversent leurs sécrétions. Ces glandes sont de type tubulo-acineuse conglomérée et ce sont les glandes parotides, qui sont les plus grandes glandes situées devant l'oreille entre le muscle masséter et la peau. Elles excrètent leurs produits dans la cavité buccale par l'intermédiaire d'un canal qui débouche en regard de la deuxième dent molaire supérieure. Ces glandes sont séreuses pures, c'est-à-dire qu'elles élaborent des enzymes. La deuxième glande est la glande submandibulaire ou sous-maxillaire et qui se trouve au niveau de la face médiale du corps de la mandibule. Son conduit se termine au niveau de la base du frein de la langue par 1 à 3 orifices dans une papille. Cette glande a un produit de nature séromuqueuse à prédominance séreuse, c'est-à-dire qu'elle excrète des enzymes essentiellement et à moindre degré du mucus. Enfin, la troisième glande est la glande sublinguale qui est située sous la langue et qui se déverse par plusieurs conduits dans le plancher de la bouche et dont la sécrétion est de nature séromuqueuse à prédominance muqueuse. Une plus petite partie de salive, environ 10%, est produite par les glandes salivaires mineures ou intrinsèques, munies de petits conduits excréteurs. Ces glandes ont un grand nombre et sont disséminées un peu partout dans la muqueuse buccale. Leur sécrétion est principalement muqueuse, mais certains considèrent qu'elle est séreuse et muqueuse. Enfin, il existe des glandes séreuses appelées glandes séreuses de von Ebner, qu'on retrouve notamment au niveau des papilles linguales caliciformes ou circonvallées. Celles-ci sont responsables notamment de la sécrétion de la lipase linguale. La salive est composée en grande partie d'eau. On dit qu'elle est hypoosmotique par rapport au plasma. Et cette osmolarité varie selon le type de glande en activité et le stimulus qui a déclenché la salivation. Cette salive comporte aussi des électrolytes, notamment le Na+, le K+, le Cl- et le HCO3-, c'est-à-dire le bicarbonate, des enzymes digestives, notamment l'amylase salivaire qui digère l'amidon et la lipase linguale, des protéines par exemple la mucine, les lysozymes et les IgA, et enfin des déchets métaboliques comme de l'urée et de l'acide urique. La salive primaire, sécrétée au niveau des acinus, provient au tout début par l'ultrafiltration de plasma qui passe à travers la membrane des cellules de l'acinus, et ceci est dû à l'augmentation de la stimulation parasympathique. Cette ultrafiltration va ensuite se mélanger avec les produits séreux et muqueux, puis la sécrétion qui est alors isotonique va passer dans les conduits où il y a réabsorption de Na+, et de Cl-, et sécrétion de HCO3- et de K+, devenant ainsi hypotonique alcaline. Hypotonique, c'est-à-dire que la concentration des électrolytes au niveau de cette sécrétion est inférieure à celle du plasma. Cette concentration peut changer selon le débit qui passe par les conduits, car la capacité de réabsorption
de Na+ et de Cl- est saturable. La sécrétion salivaire atteint ensuite la cavité buccale, où elle se mélange avec des sécrétions formées par la glande de von Ebner et certaines glandes mineures, notamment la lipase linguale. De plus, on retrouve dans la salive la protéine R spécifique de la vitamine B12. Parlons maintenant de la régulation de la salivation. Les glandes salivaires mineures sécrètent continuellement de la salive, mais la sécrétion à partir des glandes salivaires majeures est stimulée par l'arrivée des aliments dans la bouche. Donc lorsque nous ingérons de la nourriture, les chimiorécepteurs et les mécanorécepteurs de la bouche envoient des signaux vers les noyaux salivaires situés dans la région bulbo-protubérantielle, c'est-à-dire entre le bulbe et le pan du tronc cérébral, ce qui induit l'augmentation des potentiels d'action acheminés dans les nerfs faciaux et les nerfs glossopharyngiens, induisant donc une augmentation de la production salivaire aqueuse riche en enzymes. Ces centres peuvent être aussi stimulés par les centres cérébraux supérieurs. La stimulation sympathique, notamment les fibres T1 à T3, provoque la libération d'une salive riche en mucine, ou parfois, en cas de forte stimulation des sympathiques, elles induisent presque un arrêt de la production de la salive. Récapitulons. Les premiers processus de digestion des aliments se font dans la bouche et ils sont d'abord représentés par la mastication et la salivation. La mastication est le mécanisme de dégradation de grosses molécules alimentaires en plus petites molécules et elle se fait grâce à des systèmes masticateurs, notamment les dents, la langue, les muscles masticateurs et enfin l'articulation temporo-mandibulaire. La salivation consiste à sécréter de la salive par des glandes majeures et mineures, permettant d'amollir les molécules alimentaires et de créer un bol alimentaire qui permettra une bonne digestion dans les autres organes du tube digestif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.